Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur le plateau d'une semaine en Lorraine. Aujourd'hui encore, nous allons faire le tour de notre belle région pour savoir ce qui s'est passé ces derniers jours grâce au reportage de vos télévisions locales. Je vous propose au sommaire aujourd'hui un retour sur le Salon de l'Agriculture 2015 avec les Lorrains médaillés. Le deuxième numéro post-attentat, le numéro 1179 de Charlie Hebdo est sorti ce mercredi. Cette fois-ci, pas de ruée dans les points de vente. La mission locale place l'intérim comme première marche dans l'insertion dans le monde du travail. Nous irons du côté de Sarreguemines. En période de carnaval, Mirabel TV nous conseillera pour faire notre propre costume vénitien. Vous connaissez tous l'alpinisme, mais qu'en est-il du vosginisme? Découverte de ce sport local à suivre. Et la Bouloise, station vosgienne fermée depuis 5 ans à ses fans qui font tout pour la faire revivre. Nous terminerons cette émission avec une descente au flambeau. Mais débutons cette émission avec un plongeon dans l'histoire. Il y a 30 ans, le 25 février 1985, la corporation minière se retrouve endeuillée. Un coup de grisou suivi d'un coup de poussière fait 22 victimes et 25 blessés au puits Simon de Forbach. 30 ans après, la corporation se souvient et rend hommage à ses disparus. Un reportage signé TV8. Glukauf, où commence ce mercredi 25 février 2015 de rendre hommage à la corporation minière 30 ans après. Les faits sont là. Le 25 février 1985, 22 mineurs en poste au puits Simon de Forbach, dans la veine 18, périssent suite à un coup de grisou relayé par un coup de poussière. 25 autres sont gravement atteints suite à l'inhalation de ces poussières de charbon et de gaz. 30 ans. Et pourtant une catastrophe à jamais gravée dans les mémoires. Aujourd'hui, c'est jour de commémoration au pied de la stèle à l'effigie des 22 gueules noires disparus. Un hommage, mais également l'occasion de se souvenir. David avait 18 ans en 1985. Il a failli mourir asphyxié. Aujourd'hui, il est là. Comme beaucoup, il se souvient. C'était très dur parce que j'étais jeune à l'époque, j'ai 48 ans maintenant. J'étais au milieu de la taille quand c'est arrivé le jour de la catastrophe. Je m'occupais du blindé, c'est-à-dire le déversement du charbon. Et après, tout s'est arrêté. Et j'ai mon pourrier de quartier qui est venu. Il nous a dit il faut évacuer le chantier, il faut partir. En même temps qu'il est venu chez nous, vers nous, il y a tout un nuage qui est arrivé en même temps. On a commencé à évacuer le chantier. On n'avait plus rien. C'était vraiment de la fumée. C'est pire que le brouillard. Il n'y a pas d'air. On a évacué. On est monté les échelles. Il fallait monter 200 mètres d'échelle. Et moi, 200 mètres d'échelle vers le milieu à peu près, moi, je suis tombé dans les vapes. J'étais accroché dans l'échelle et puis en haut, la tête en bas. Et les gens sont passés au-dessus de moi. Et je suis monté jusqu'à la surface de mes propres moyens. Et j'étais tout seul, mes parents m'ont cherché par la suite, tout ça, j'étais monté jusqu'au jour par mes propres moyens. Et un laps de temps, j'ai réussi à récupérer. Je suis monté en haut, jusqu'à la surface. J'ai tout laissé au fond, mon casque, j'avais plus rien, mes habits, tout. Je suis monté jusqu'à la surface, je suis parti dans le bus qui nous attendait à la surface. Et que juste quand je suis parti dans le bus, j'ai vu mes parents qui étaient en train d'arriver et je suis en train de pleurer dans le bus. Et je suis parti après à Dancy, dans le caisson et Pierre Barre. C'est 25 grave intoxiqué, j'étais avec. Une catastrophe pour le bassin houillé. La Moselle-Est pleurait ses mineurs et pourtant le travail a continué. Par la suite, il fallait trouver des coupables, des responsables. Un procès est alors engagé quelques années après, entre la partie civile et les responsables des houillères du bassin de Lorraine. Au final, des familles indemnisées, certes, et des conditions de sécurité accrues. Ce procès nous a permis, premièrement, de décrocher le CHSCT dans les mines, puisqu'il n'existait pas. En 1987, on a eu des CHSCT qui nous ont permis, en quelque sorte, de mieux fonctionner en matière de prévention, nous, les syndicalistes. Et par la suite, ce procès a laissé, en quelque sorte, des traces. Et quand on invoquait en quelque sorte une situation de risque, les dirigeants des houillères ne prenaient plus le risque de mettre le couvercle dessus, quoi. Une foule incroyable, des gerbes de fleurs, des discours, des larmes, des moments intenses. Et aujourd'hui encore, l'émotion était palpable.
Le concours général agricole récompense chaque année au Salon de l'agriculture les meilleurs produits du terroir français et les meilleurs animaux reproducteurs. Pour le concours des produits, la Lorraine était cette année très bien représentée et a été récompensée à sa juste valeur. Ce concours qui récompense les meilleurs vins et produits du terroir et permet de valoriser l'exceptionnelle diversité et qualité de la production agricole et de la gastronomie française a attribué 11 médailles d'or aux producteurs lorrains. Un cocorico savoureux que nous propose Maï-Lorraine. I see you, you see me. I'm as happy as a girl can be, oh, as a girl can be, oh. Aujourd'hui, c'est une journée un peu exceptionnelle puisque c'est l'inauguration du stand de la Lorraine au sein du Salon de l'agriculture internationale de Paris. Et on a toute la Lorraine qui s'est déplacée aujourd'hui autour de nous pour profiter de cette vitrine extraordinaire de tous les produits du territoire, produits du terroir avec l'ensemble des producteurs et aussi la remise des médailles et des prix qui ont été acquis au concours général de l'agriculture. C'est un engagement quotidien de fabriquer un fromage au lait cru. On travaille de la matière vivante et c'est une remise en cause journalière. Et voilà, donc de réussir à obtenir régulièrement une médaille, c'est vraiment une satisfaction et ça nous oblige à honorer aussi cette médaille tout au long de l'année, donc d'être à la hauteur de cette récompense. Cette année, on a eu la chance sur l'élevage d'avoir 3 animaux présélectionnés, donc à savoir que sur la race Holstein, il y a 100 animaux qui sont présents au salon. Donc nous, on a eu la chance d'en avoir 3. C'est déjà pas mal. On a eu beaucoup de chance aussi puisqu'on a une première veau qui s'est classée 2e de sa catégorie. Et ensuite, on avait 2 deuxièmes veaux qui ont fait toutes les 2 premières de leur catégorie. Et Gold Black a terminé championne des deuxièmes veaux et réserve grande championne. Donc c'est la 2e meilleure vache Holstein du moment. C'est important de remontrer qu'on est présent. Parce qu'en Lorraine, on a tellement de produits, tellement de choses à faire goûter. Parce que les gens découvrent des choses tous les jours, comme nous d'ailleurs. C'est important d'être présent, de représenter la région. Parce que c'est quand même la vitrine de la France. Et en plus, une médaille, c'est très important. Parce qu'une médaille, ça nous fait un peu booster les ventes, sachant qu'on en a besoin quand même. Le consommateur est très attaché aux médailles, surtout la médaille de Paris, du concours agricole, parce que c'est très sérieux. Ce sont des professionnels qui dégustent, ce sont vraiment des gens qui dégustent très attentivement les produits. Il n'y a pas photo, quand vous avez une médaille d'or, vous avez vraiment le meilleur produit qui existe. C'est une fierté, c'est une fierté. Voilà, notre entreprise est au sein d'un petit village de 80 habitants. Donc voilà, on défend notre terroir et notre territoire. Et à travers la France et l'Europe, parce que nous commercialisons notre produit pour 25% à l'exportation. C'est une énorme fierté. Nous, ça fait 27 ans que Clair de Lorraine existe. Et ça fait, lorsqu'on a démarré, tout le monde se moquait de nous et la Lorraine, il n'y a rien. Alors qu'aujourd'hui, on est pratiquement la plus grande région de France d'un point de vue gastronomique, avec le nombre de produits devant les très grandes régions que sont peut-être l'Alsace et la Bretagne, mais on fait partie des régions les plus fortes de France. Et ça, j'en suis très très fier. Take my hand, we'll spread happiness across the land, oh, across the land, oh. Le numéro des survivants de Charlie Hebdo, publié une semaine après l'attentat meurtrier du 7 janvier, s'est vendu à 8 millions d'exemplaires sur 6 semaines. Ce mercredi, un nouveau Charlie Hebdo a été mis en vente. Il sera tiré à 2,5 millions d'exemplaires. Cette semaine, le journal s'est bien vendu, comme par exemple à Beach, mais le point de vente ne constate pas la même ruée que pour le numéro précédent, mais il n'est pas trop tard pour soutenir le journal. Ce reportage est signé TV Cristal. Le premier numéro post-attentat de Charlie Hebdo s'est écoulé à 8 millions d'exemplaires. Chez cette buraliste bichoise, 567 exemplaires ont été vendus. Plus d'un mois et demi après les attentats de janvier, Charlie Hebdo a sorti un nouveau numéro. Alors que le premier journal des survivants avait suscité la ruée vers les buralistes, la vente de ce numéro 1179 commence tout doucement. Chez cette buraliste, 40 Charlie Hebdo sont arrivés et se sont toutefois tout écoulés dans la matinée. On en vendra certes beaucoup plus qu'habituellement, enfin avant tout ce drame, mais on en beaucoup moins que le numéro précédent. Après, on a des clients qui sont venus réserver pour un an.
Donc ils veulent soutenir pendant un an le Charlie Hebdo. Comme pour le Charlie Hebdo précédent, la une a été signée par le dessinateur Luz. On y découvre une meute aux trousses du journal avec en tête Marine Le Pen, le pape, Nicolas Sarkozy et un djihadiste sous la forme d'un chien noir, une kalachnikov entre les dents. Ce numéro est titré « C'est reparti », une note plutôt optimiste. Pour les acheteurs croisés ce matin, la curiosité et la pérennité de cet hebdomadaire satirique sont les maîtres mots. On est venu l'acheter pour l'étudier au journal du lycée, pour voir comment c'était, les changements qu'il y a eu avant, après l'événement de début janvier. On a fait le tour des commerces bichois pour le trouver et on l'a enfin. J'ai toujours été intéressé par ces journaux un peu marginaux et qui font leur boulot correctement. Et ça fait du bien à tout le monde. C'est peut-être aussi pour montrer la solidarité envers Charlie. Au lieu de sortir dans les rues, on l'achète, on montre, voilà, on sait ce qui s'est passé, donc on le prend. On peut faire les deux aussi. Ouais. Les recettes issues des ventes du numéro des survivants sont estimées entre 10 et 12 millions d'euros. La pérennité de Charlie Hebdo semble donc être assurée. Ce numéro 1179 sera lui tiré à 2,5 millions d'exemplaires. À partir de ce mercredi, le journal sera à nouveau publié à un rythme hebdomadaire. Les chiffres du chômage sont exceptionnellement encourageants puisque le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a baissé de 0,5%. Une des solutions pour se sortir du chômage ou commencer un premier emploi est peut-être l'intérim. En tout cas, pour la mission locale de Sarreguemines, l'organisme chargé d'accompagner les jeunes dans leur insertion dans le monde du travail, c'est une véritable première marche. Partant de ce constat, elle a organisé cette semaine une journée pour se faire rencontrer les agences d'intérim et les chercheurs d'emploi sous l'œil et la caméra de Mosaïque TV. Ça peut aider un peu pour avoir une petite expérience après le lycée. Cette vision de l'intérim comme une première marche vers l'insertion dans le monde du travail est aussi celle défendue par l'organisateur de cette journée forum, la mission locale. L'organisme chargé de l'accompagnement des jeunes sur les thèmes de l'emploi, de la formation ou du logement renouvelle une expérience déjà menée l'an dernier, à mener au même endroit les chercheurs d'emploi et les agences d'intérim. Le but d'une journée comme celle-ci, c'est de mettre en relation les jeunes, les demandeurs d'emploi avec les agences d'intérim, avec comme objectif bien entendu derrière qu'il y ait un maximum de missions intérimaires, donc un maximum de personnes en emploi. Pour les agences, cette journée est particulièrement appréciée. En une journée, elles peuvent ainsi recevoir beaucoup de CV, pouvant peut-être correspondre aux offres qu'elles reçoivent des entreprises. Les recrutements ne se fait toutefois pas sur place. Le forum sert avant tout de lieu de rencontre. C'est vrai que les 2 minutes qu'on s'accorde avec chaque candidat ne suffisent pas pour faire un entretien approfondi. Donc on les oriente ensuite vers l'agence pour une inscription et un entretien plus en détail par rapport à leur profil et par rapport au poste qu'on pourrait leur proposer. Sur le secteur de la Moselle-Est, un tel rassemblement d'agences d'intérim ne pourrait pas être complet sans la présence d'entreprises venues de l'autre côté de la frontière et opérant sur le marché du travail allemand. Les agences d'intérim sarroises voient aussi en cette journée une opportunité de rencontrer des chercheurs d'emploi français qui n'osent pas franchir la frontière. Toutefois, les profils recherchés par les entreprises allemandes sont souvent plus sélectifs. Nous recherchons actuellement des ouvriers de production, sachant l'allemand, ce qui est impératif, vu que nos clients sont implantés en Allemagne, il faut quand même savoir l'allemand. Nous recherchons aussi des conducteurs de Fenwick et principalement des ouvriers de production, des électriciens, un peu dans tous les domaines. Au final, c'est 700 demandeurs d'emploi qui étaient attendus dans les salles du foyer culturel. Il est difficile de chiffrer le nombre de personnes pour lesquelles la journée mènera à une mission d'intérim, mais l'objectif de rencontre et d'échange est, lui, rempli. En témoigne le nombre de CV gardés par les agences. Dans quelques instants, nous partirons dans les Vosges pour y découvrir la Boulois, une station de ski fermée depuis 5 ans alors que son potentiel est bien réel. Cela vaut bien une descente au flambeau par ses amoureux. Nous resterons en montagne pour y découvrir le vosginisme, l'alpinisme local. Nous découvrirons ses particularités grâce à un passionné qui nous propose son topo guide.
Mais pour l'heure, parlons des carnavals en Lorraine. La saison bat son plein. Le prochain incontournable se déroulera du 13 au 15 mars à Longwy, un carnaval vénitien qui réunit depuis 7 ans les amoureux du costume. Le catalogue des costumes est d'ailleurs déjà ouvert depuis quelques semaines à la location. Mais pour les puristes, ceux qui préfèrent le réaliser de leurs propres mains, la Longo vénitienne propose un atelier où sont prodigués des conseils de fabrication que nous livre d'ailleurs Mirabel TV. C'est un accès strictement interdit aux non-initiés et surtout aux maris. Derrière cette porte, l'un des secrets les mieux gardés du carnaval vénitien, la confection des célèbres costumes. À quelques semaines du grand jour, c'est une véritable ruche qui bourdonne d'activité, des petites mains qui travaillent sans relâche. On fait l'essayage sur l'envers et une fois que les surplus de couture, vous avez mis à peu près 1,5 cm, donc ça va donner à peu près ça. Voilà. La bonne fée du groupe, c'est elle. Couturière professionnelle, Anne-Marie donne forme aux souhaits et à l'imagination de chacune. Tout ce qu'elle a appris, elle le tient de sa mère. Prendre des mesures, coudre des manches dans sa besace, un millier de conseils et un savoir-faire qu'elle transmet avec générosité. L'objectif, c'est de petit à petit d'avoir les notions de couture nécessaires pour faire n'importe quel costume. Donc déjà, leur premier, pas forcément tout, parce que c'est parfois compliqué en fonction du modèle qu'elles vont avoir choisi. Mais ça peut être des petites choses qui font qu'après, on sait monter une manche, on sait repérer les choses importantes sur un patron et on peut se faire son costume. Il y a un an, elles ont imaginé cet atelier pour permettre à chaque habitant de Longwy de confectionner son propre costume. 2 fois par semaine, elles sont une vingtaine à se retrouver. Et ici, le b.a.-ba de la couture est superflu. C'est la créativité et beaucoup d'imagination qui animent ces passionnés, souvent novices. Il a fallu faire une doublure. Donc la doublure identique au modèle de la veste. L'objectif, c'est de dire voilà, j'ai fait mon costume de mes propres mains avec de bons conseils de mes amis. C'est une très, très grande fierté. Pour chaque costume, ce sont des centaines d'heures de travail. Minutieusement, tissus et étoffes sont cousus, assemblés, les perles, les fleurs et les paillettes collées, brodées. Le carnaval vénitien incarne le faste et la magnificence, une débauche de tissus éclatants et aucune limite à l'imagination de ces dames. Et original et puis que ce soit agréable à regarder, quoi, que ce soit beau. Donc que ce soit harmonisé, on va dire. D'un tissu, d'une autre robe qu'on a vue chez un grand créateur. D'ailleurs, je me suis inspirée d'une robe d'Alexander McQueen pour faire la mienne. Et d'autres partent sur un masque, un chapeau rencontré à travers une histoire comme un feuilleton Once Upon a Time. Dans ce repère de passionnés, on travaille à l'abri des oreilles et des yeux indiscrets. Ici se cultive le secret, le mystère qui fait tout le charme du carnaval vénitien. C'est l'attrait du carnaval, le fait des soirées vénitiennes, tout ça, je trouve que il y a une part de mystère, d'être caché, masqué, de savoir que les personnes vont essayer de deviner qui on est en fin de compte. Des heures de travail pour une seule représentation avant de laisser tomber définitivement le masque. Je vous propose une fin d'émission sous la neige avec la découverte du vosginisme, l'équivalent local de l'alpinisme. L'ascension de montagne des Vosges comporte plusieurs atouts, notamment l'accessibilité. Malgré son niveau de difficulté moins élevé, la prudence reste le maître mot. Un de ses adeptes, Stéphane Menet, a écrit le premier topo-guide sur cette pratique dans le massif du Honeck. Vosges Télévisions nous propose de nous équiper pour découvrir les montagnes vosgiennes autrement. En une dizaine de minutes, Stéphane Menet et ses 3 compagnons de cordée accèdent au sommet du Honeck depuis la route des Crêtes. Cette mise en jambe avant l'ascension s'appelle la marche d'approche. Dans les Alpes, elle peut prendre plusieurs heures. Ici, dans les Vosges, l'effort est plus accessible. C'est la particularité du vosginisme, l'équivalent local de l'alpinisme ou du pyrénéisme. Ce jour-là, malgré de fortes rafales de vent, l'équipé est bien décidé à se faire plaisir. Alors là, on va descendre le couloir du Falimont, qui n'est pas très incliné. Il descend d'abord à 35, 30. Descendre un couloir pour aussitôt remonter une arête ou une pente enneigée, c'est peu banal en alpinisme, pourtant c'est la spécificité du vosginisme. Pratiqué depuis presque un siècle, il se démocratise depuis quelques années. Pour ses adeptes, les Vosges ne sont pas seulement un terrain de jeu avant des montagnes plus difficiles.
Moi ça me suffit. C'est vrai que l'alpinisme dans les Alpes c'est autre chose, mais très honnêtement, et je pense qu'avec mes compagnons de cordée c'est la même chose, on est heureux de grimper ici tout simplement. Hein. Marc, c'est vraiment à portée de chez nous, c'est vraiment pas loin. Il y a des pentes qui sont assez raides et aussi des côtés aussi assez faciles. C'est sûr, comparé aux Alpes, les itinéraires, comme il l'a dit tout à l'heure, sont beaucoup plus courts, mais il y a de quoi vraiment s'amuser, il y a de quoi vraiment prendre beaucoup de plaisir. La preuve c'est qu'on est là le plus souvent possible. Et aujourd'hui, il le prouve, le ciel est avec nous, il y a un peu de vent comme d'habitude, mais il y a des très très belles pentes dans le massif du Honeck et dans le massif vosgien. D'ailleurs, ce jour-là, les 4 Vosginistes ne sont pas les seuls à s'élancer dans l'ascension du col du Falimont. Une équipe de sapeurs-pompiers du Haut-Rhin est même en plein exercice de sauvetage, car les Hauts-de-Vosges ne sont pas épargnés par les avalanches. Globalement, ce à quoi il faut faire attention, c'est les corniches. Là par exemple, vous allez voir des promeneurs qui se promènent vraiment sur le bord des corniches. Et la plupart des accidents, et ils sont peu nombreux heureusement, sont dus aux gens qui s'approchent trop près des corniches et pas à des déclenchements de chutes de corniches ou d'avalanches par les alpinistes eux-mêmes qui sont aguerris et autonomes globalement dans le massif. Hein, ça c'est certain, quoi. Et pour mieux encadrer et conseiller les alpinistes dans les Vosges, Stéphane a coécrit un topo guide, le premier consacré au massif qui entoure le Honeck. Il rassemble une trentaine d'itinéraires où l'inclinaison de la pente peut aller jusqu'à 50 degrés, de quoi casser l'image d'Épinal qui colle aux Vosges, celle d'une montagne à vaches. Même si la station de la Boulois est fermée depuis 5 ans, l'association Bussan Événements fait tout pour la faire renaître. Chacun a une histoire bien particulière avec cette station. La voir ainsi sans vie est un véritable crève-cœur et l'on peut même parler de gâchis au vu de son potentiel. En attendant un autre repreneur, l'association a fait revivre les lieux grâce à une descente au flambeau qui a eu lieu le week-end dernier devant les caméras de Vosges Télévisions. 3e semaine de vacances d'hiver. Avec la neige tombée en abondance, les stations vosgiennes font sans surprise le plein de skieurs, toutes sauf celle-ci du côté de Bussan. Pour cause, la Boulois a fermé ses pistes il y a 5 ans maintenant, faute de repreneurs. Pour autant, samedi soir, une centaine de personnes occupaient les lieux. Mains-stiflettes en plein air, sculptures sur neige et descente au flambeau. L'association Bussan Événements organise des rassemblements pour préserver le site. Ce soir-là, tous partageaient une histoire particulière avec la station. Toujours pour pas oublier la piste de la Boulois, c'est quand même la plus longue piste des Vosges, la plus belle. Et c'est dans nos cœurs, je pense, à tous les busnecks qui sont ici, même ceux qui ne sont pas de Bussan. Je connais la Boulois depuis que je suis mariée et mes enfants ont appris à skier ici et on regrette que la Boulois soit fermée. Et c'est la plus belle piste des Vosges, bien sûr. Et ils ne le cachent pas, tous espèrent que la station reparte un jour. Inaugurée en 1944, la Boulois a eu son heure de gloire. La piste principale, longue de 2,3 km, a tout de même accueilli des compétitions de slalom géant dans le passé. Elle est même équipée de 3 téléskis. Pour l'association, la station est opérationnelle, sauf que... On a besoin de financement, on a besoin d'investisseurs qui sont prêts à refaire retourner une station qui est oubliée. On a un casino en bas, on a tout pour faire. Mais il faut les sous. Soit il y a un repreneur, soit l'association elle engendre suffisamment d'énergie et de financement pour essayer de la faire tourner quelquefois, quand les conditions sont bonnes. Mais le projet est-il vraiment réaliste? La raison me dirait que non. Et l'envie me dit que oui, quoi. Il faut pas grand-chose pour que ça retourne. C'est quand même une des plus belles pistes des Vosges, avec un cadre magnifique autour. Ouais, on dit oui, ouais, carrément. Depuis sa fermeture, l'association a réussi à fédérer autour de ce projet. Descente au flambeau l'hiver donc et une montée impossible avait été l'été, ainsi que des concerts. La Boulois n'a pas dit son dernier mot. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous.